Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau pour cette nouvelle semaine hebdomadaire. On avance pas à pas, petit à petit. On va parler aujourd'hui pas particulièrement d'entrepreneuriat, mais de nos jeunes étudiants. Vous allez voir que c'est tout aussi important. Comme vous le savez, nous les suivons. Donc cette semaine, pas de proms, mais nous allons être avec Nouria, que vous connaissez déjà. Donc sa photo va s'afficher et c'est elle qui nous a envoyé une petite vidéo puisqu'elle nous a contacté en début de semaine, bien avant que le président Emmanuel Macron rencontre les jeunes pour certains dispositifs qu'ils ont mis en place, et elle nous a parlé des problèmes que rencontrent nos jeunes ultramarins. Comme vous le saviez, Nouria, c'est avec elle qu'on avait pris contact lorsque nos jeunes étaient restés bloqués en France suite à la demande du ministre des Outre-mer, Annick Girardin, à l'époque, qui leur avait demandé de ne pas rentrer pour ne pas contaminer notre territoire. Et aujourd'hui, elle nous interpelle sur un problème que les jeunes rencontrent en France hexagonale, et elle a un petit message qu'elle nous a fait passer. Vous allez le voir tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Nouria. Je suis actuellement étudiante en Hexagone. Je viens aujourd'hui vous parler de la situation des étudiants actuellement en Hexagone. Je dirais que c'est une situation compliquée pour pas mal d'entre nous. J'ai eu moi-même des difficultés à surmonter la fin d'année 2020. Je connais beaucoup de personnes pour qui ça a été le cas, et particulièrement dû au fait qu'on avait nos partiels en décembre pour beaucoup d'entre nous. Et c'était en pleine période où on ne pouvait pas sortir. Du coup, juste avant, par exemple, novembre et décembre, ça a été 2 mois où la routine, c'était se lever, bosser, manger, dormir, se lever, bosser, manger, dormir. Et en fait, comme on ne pouvait pas forcément se divertir, vu qu'il n'y a rien d'ouvert et qu'on ne pouvait pas non plus sortir, rencontrer du monde, en tout cas si on voulait respecter la loi, c'était compliqué. C'était très compliqué, je l'ai moi-même mal vécu. Et du coup, voilà, dernièrement, j'en discutais avec un proche. On a vraiment l'impression que les étudiants n'ont pas peu de gens pensaient aux étudiants. À la base, c'est déjà compliqué d'être étudiant. Mais là, en plus, en rajoutant le fait qu'on n'a rien pour pouvoir se libérer l'esprit à côté des études, ça a été vraiment compliqué, sachant que moi je fais partie de ceux qui sont rentrés à l'université l'année dernière. On n'a pas connu en fait le divertissement tout en étant étudiante, parce que le confinement est arrivé sur nous en mars. On a fait un semestre et demi de manière normale, et du coup voilà, c'est assez compliqué. Le gouvernement a pris des dispositions par rapport à ça, puisqu'il y a eu de nombreux cas de suicide et de tentatives de suicide ces derniers mois. Donc voilà, c'est très dur. Les professeurs en sont conscients, en tout cas mes professeurs en sont conscients. Ils essaient d'être au maximum là pour nous. Et si j'avais quelque chose à dire, ça serait qu'il faudrait que si vous avez des enfants qui sont en hexagone, essayez de prendre un maximum de nouvelles, savoir si ça va. Beaucoup diront que ça va, mais essayez quand même d'appeler régulièrement pour pouvoir prendre de leurs nouvelles. Et puis aussi pour qu'ils se changent les idées, pour qu'ils puissent entendre autre chose que leur cours dans la journée. Et puis voilà. Bonne journée à tous. Alors voilà, donc ne vous inquiétez pas pour Nouria, pour les gens qui s'inquiéteraient. Elle, justement, elle nous a contactés pour pouvoir parler, pour qu'on puisse ouvrir un petit peu le débat et parler un petit peu de cette situation, que les gens soient au courant, ne serait-ce que dans notre département, de la situation de leurs enfants et de leurs familles sur le territoire hexagonal. Mais elle, en tout cas, de là où elle est, ça va quand même un petit peu. Bon, elle ne peut pas sortir pour travailler. Elle est beaucoup en cours
par télétravail. Donc on va regarder un petit peu donc, avec nous en plateau justement. Alors normalement vous avez annoncé que c'était Monsieur Biram que vous avez l'habitude de voir qui vient de temps en temps. Mais il nous a envoyé une dame qui est plus habilitée peut-être à nous renseigner, à pouvoir en parler avec nous. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonsoir, donc je suis Manik Siartiteka, psychologue de l'éducation nationale et représentante du SE-UNSA, éducation. D'accord. Est-ce que vous êtes étonné de la situation actuelle ? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui était prévisible et qui était prévisible dès le confinement du mois de mars. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être là ce soir. Merci à vous. Et on va venir vers vous tout à l'heure afin de pouvoir comprendre un petit peu cette situation et voir comment ça se passe dans notre département. Mais avant, nous allons vous présenter une autre jeune femme qui, elle, a ouvert une entreprise en plus. Donc, elle est fondatrice d'un concept. Elle fait du yoga. Alors, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir déjà. Alors, je m'appelle Karine Lafortune, du coup, et j'ai lancé mon projet Yoga Pilates & Co, donc Bouddha Créole, qui invite à la pratique du yoga et du pilates dans un studio urbain au centre-ville de Basse-Terre, avec moi en l'occurrence. Donc, je reçois jusqu'à 8 personnes en ce moment dans le respect de la distanciation préconisée par le gouvernement. Et voilà, on pratique dans la bonne humeur, la bienveillance et la décontraction. D'accord, alors vous allez nous expliquer votre parcours, mais avant, bien évidemment, nous avons la phrase de Tony Jazz, comme d'habitude, qui tombe à pic. Les grands esprits se rencontrent toujours et avancent ensemble. Alors c'est pour ça que je dis vraiment, Tony, moi je sais pas, il est excellent. Hein. Donc il y a les jeunes qui nous contactent, Emmanuel Macron qui met des choses en place. Je me dis, tiens, les grands esprits se rencontrent avec Emmanuel Macron, et puis finalement, il nous envoie ça. C'est vraiment très intéressant. Et vous êtes sur le plateau, vous faites du yoga, et finalement, ça va avec notre thème. Donc, on va voir comment on peut faire pour avancer ensemble. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, nous expliquer comment vous avez eu l'idée d'ouvrir, de fonder ce concept et nous présenter un petit peu votre parcours, s'il vous plaît. Alors, mon parcours assez classique, on va dire assez linéaire au début, donc le bac, la fac, le master en commerce. Ensuite, plusieurs postes dans ce domaine commercial en Guadeloupe, dans l'Hexagone et aussi à l'étranger. Puis un besoin de changement, une quête de sens dans ce que je fais au quotidien me pousse à me former au coaching sportif. Donc il y a un brevet d'État. Et donc là, je deviens coach sportif. Puis ensuite, je continue à me former, à m'informer. Je décide de me spécialiser du coup dans les techniques d'entraînement fonctionnel et postural et les disciplines qui prennent en compte le corps et l'esprit comme un tout. Donc là, je me forme au Pilates en 2017 à Paris. Et je pars en Inde en 2018 me former au yoga. Voilà. Donc ça se passe. Bouddha Créole, l'idée me vient un peu en Inde, mais elle se niche dans un coin de ma tête. Je reviens, je fais ma vie, je continue avec cette idée en tête, mais sans trop m'en occuper. Je repars à l'étranger, j'atterris à Montréal finalement. Je retourne à Montréal en fin d'année 2019, dernier trimestre 2019, c'est ça. Premier trimestre 2020. Coronavirus, panique à bord, je décide de revenir me confiner en Guadeloupe plutôt que de rester à Montréal. Je me confine en Guadeloupe, chez mes parents, au soleil. Je reste ici tout le temps où il est impossible de voyager et de rentrer à Montréal. Et puis petit à petit, je réfléchis et je me dis, on va rester ici. On va s'installer, on va mettre en place ce projet que j'avais en tête depuis des années maintenant. Et donc, je suis juste repartie chercher mes affaires. Et voilà, et j'ai ouvert cet espace un peu cocon où on vient pratiquer sur la base d'un studio où je travaillais, où je pratiquais donc à Montréal. Voilà. D'accord, alors déjà félicitations pour le voyage en Inde et tout ça. Alors vous voyez quand je vous dis qu'on a des Guadeloupéens qui font beaucoup de choses, c'est génial. Alors ça c'est votre local que vous nous avez envoyé ? Qui est au centre-ville donc de Basse-Terre. Ah bah ça en plus c'est génial, en plus on fait un petit tour du côté de Basse-Terre, ça c'est vraiment excellent. Alors moi je suis en train de chercher en même temps... une petite explication sur Bouddha. Alors, c'est de quel pays exactement ? Parce que c'est quelle religion exactement ? Est-ce que c'est de la spiritualité ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, en fait, le nom Bouddha Créole, vraiment, c'était plus pour faire une petite allusion, parce qu'à force que je parle... Enfin, déjà, je travaillais dans un studio, donc comme je disais, à Montréal, où je pratiquais, il y avait Bouddha aussi dans le nom. Puis j'avais aussi cette idée de Bouddha depuis l'Inde, mais au studio, il n'y a pas forcément d'aspect religieux, l'aspect ésotérique est un peu mis de côté pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de...
côté sectaire, pas du tout. On est vraiment sur une pratique physique, spirituelle aussi, mais spirituelle light. L'idée, c'est plus d'être dans le moment présent que d'être dans une religion quelconque. Donc Bouddha créole, un peu qui sonne comme Bouddha créole, je sais que ça en fait rire à quelqu'un. C'est quelques-uns, mais c'est plus dans cette... Je demandais par rapport à l'histoire de Bouddha, pour qu'on sache exactement de quel pays, le plutôt bouddhisme le bouddhisme, c'est l'Inde. Voilà. Ok, d'accord, parce que pendant un moment, je pensais que c'était aussi... Bon, c'est vrai que l'Inde, c'est l'Asie et tout, donc pour savoir un petit peu d'où ça venait et tout. Alors, expliquez-nous, alors, qu'est-ce que vous faites ? Donc voilà, donc je dispense des cours de yoga et de pilates. Donc plusieurs formats de cours, plusieurs types de cours, des cours un peu plus doux, des cours un peu plus dynamiques, pour des publics différents, dépendamment de ce que recherchent les gens. Certains recherchent un peu plus la détente, d'autres un peu plus le mouvement. Par exemple, en yoga, on va être sur de la recherche de souplesse, d'équilibre ou de renforcement. En pilates, on va être vraiment plus sur du renforcement musculaire, de la coordination des gestes et voilà, et de l'affinement de la silhouette, des choses comme ça. Donc je reçois ces gens, on pratique ensemble. Comme je disais, on est 8 plus moi, du coup maximum, assez espacé, donc dans le respect des consignes. Et pendant 1 heure, la pratique là se fait le soir en ce moment, donc les soirs de semaine, j'ai 2 cours. Voilà, globalement. En temps normal, vous êtes combien dans votre cours à peu près ? Jusqu'à 8, dépendamment du type de cours, je peux avoir 3-4 personnes ou 8 personnes. Voilà. Donc c'est vrai que les cours où j'ai le plus de personnes, ce sont quand même les cours plus doux, comme le yin. Enfin, l'intitulé du cours, c'est yin et méditation. Donc le yin yoga, c'est très très calme, très doux, on reste assez longtemps dans les postures, parfois jusqu'à 5 minutes dans une posture. Au début, ça va. Certaines postures sont très confortables, d'autres peuvent vite devenir intenses au bout de 5 minutes, mais dépendamment de la souplesse de chacun. Et puis la partie méditative, elle est vraiment liée au fait de rester dans l'instant présent, d'oublier un peu ce qu'on a fait pendant la journée ou ce qu'on a prévu de dîner le soir en rentrant, de vraiment être dans le moment présent, de mettre le cerveau sur pause, ce qui permet vraiment de faire une pause dans le cerveau, en fait, de régénérer le corps et l'esprit pendant 1 heure. Et en général, les gens, après, ils n'ont pas envie de se lever de leur tapis, ils aimeraient pouvoir rester un peu plus longtemps sur le tapis. Alors, c'est quoi le yin ? C'est vraiment une pratique hyper douce, hyper lente. C'est le côté, le yin, par exemple, c'est la lune, là où le yang va être le soleil et le dynamisme, en fait. Le yin, c'est tranquille. Donc c'est ce qu'on voit quand les gens font pas nécessairement, parce que vraiment, est-ce que j'ai déjà fait proposé un cours depuis le début, donc depuis la fin de l'année dernière avec non, pas vraiment pour le coup. Non, c'est vraiment les exercices sont divers et variés. D'accord. Ça va plutôt ressembler à des exercices de stretching, des exercices d'étirement, dans lesquels on va rester, comme je disais, entre 4 et 6 minutes. Super confortable et voilà, sur une petite musique sympathique. On est là, on est dans la posture, on respire, on apprend à respirer, on se reconnecte à son souffle. C'est super important parce qu'on oublie, on le fait de manière naturelle, on le prend pour acquis, mais c'est super essentiel. C'est essentiel. Et donc voilà, donc les exercices, ce sont vraiment des exercices classiques, rien d'extraordinaire, rien de perché. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut pratiquer, c'est super accessible, je vous dis, ça ressemblerait à un cours de stretching, en fait. On ne dirait pas que c'est du yoga, vous penseriez que c'est du stretching, juste que rester aussi longtemps dans les postures, on se demande pourquoi. Voilà. Et on cherche à étirer en profondeur, du coup. D'accord, justement, j'allais vous demander à quel âge ça commence. Vous m'avez dit que tout le monde peut participer. Ça commence depuis le plus jeune âge. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants, pas nécessairement en yoga, plutôt en fitness dans ma partie coach party. Mais je faisais quand même déjà des exercices de yoga, donc c'était pas du yoga. Mais pour les enfants, c'est très bien. Après, dans ma famille, je pratique un peu avec les petits et ça fonctionne très bien. Ça leur permet de se canaliser. Un petit peu pour les enfants qui sont beaucoup. De se canaliser, ça aide avec la concentration aussi. Le yoga, ça aide avec plein de choses, des choses physiques et des choses de l'esprit aussi. Donc vraiment, ça permet de se relaxer, de se canaliser, de se concentrer, d'éviter de se disperser quand on le souhaite, en tout cas, quand on le souhaite, d'être capable de faire abstraction de ce dont on veut faire abstraction, en fait. Ça, c'est pas toujours évident, mais voilà, à force, on en devient capable. D'accord. Et si les gens veulent vous retrouver sur les réseaux sociaux, comment ils font ? Alors, sur Instagram ou sur Facebook, Bouddha créole, voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis sinon, par téléphone, au 06 52 67 98 71. Et voilà.
carré. D'accord. Et comment vous avez vécu la crise? Comment ça s'est passé pour vous pendant cette période? La crise, comme j'ai dit, moi je suis revenue, j'étais chez mes parents, c'était une période intense, mais pour moi presque salutaire parce que j'ai vraiment Vous avez profité pour développer le projet, pour pouvoir... Le développement du projet était assez rapide, c'est venu assez rapidement, vraiment à la fin du confinement. Je me suis dit non, mais ça y est, je reste ici et je fais ça parce que ça me trotte dans la tête depuis longtemps, il est temps, et je pense que les gens gagneraient vraiment à connaître cette pratique qui, pour le coup, en Guadeloupe, je pense, est trop peu connue ou trop peu représentée par des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, ou assimilée à certaines catégories de personnes. Et c'est dommage parce que le yoga, c'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes, c'est pour les plus âgés, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour les sportifs, c'est pour les non-sportifs, c'est pour tout le monde vraiment. Et je pense que tout le monde gagnerait au moins à essayer. Quelqu'un qui dit j'aime pas le yoga, mais surtout dans notre société, qu'est-ce que t'aimes pas dans le yoga en fait? Il y a des cours de yoga qui sont hyper dynamiques aussi, mais le fait de se connecter autant à sa respiration fait qu'on est centré sur ce qu'on fait en fait. Donc on oublie un peu l'extérieur, et même si on est en mouvement, même si c'est rapide, même si c'est intense, on est dans le moment présent. Donc le cerveau n'est pas sur ce que j'ai fait dans la journée. Voilà, donc les gens qui ont besoin de choses plus dynamiques, ça se fait aussi. Le yoga, il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est juste respiration, concentration et les éléments. Et en plus, ça fait un peu de bien au corps et à l'esprit, comme on dit. Donc c'était pas l'idéal forcément de lancer ce projet en pleine crise. Mais je pense que les obstacles liés à la crise ne sont pas insurmontable. En fait, ça a déstabilisé beaucoup d'entreprises, ce que je conçois, c'est clair. Mais ça a été aussi l'occasion pour beaucoup de personnes d'entreprendre, de commencer de nouveaux projets, de se lancer, de changer de pied alors qu'ils y pensaient depuis longtemps. Donc voilà, moi je pense que ça peut être une occasion pour certains. Non, pour ça c'est excellent. Voilà. Effectivement. En tout cas, merci pour cette présentation. Est-ce que vous voulez rajouter un mot quand même? A priori, non. Je pense que j'ai tout dit. D'accord. On revient vers vous tout à l'heure. En plus, comme je disais, peut-être que vous allez même pouvoir nous aider avec nos jeunes étudiants. Donc maintenant, je reviens vers vous. Donc vous êtes le syndicat SE-UNSA. Voilà. Exactement. Alors, allez-y, expliquez-nous déjà ce que vous faites. Enfin, parce qu'il y a plusieurs syndicats. Vous êtes le syndicat enseignant. Syndicat des enseignants, tout à fait. Nous sommes représentants du personnel de l'éducation nationale. D'accord. Et moi, je m'occupe essentiellement de la branche des psychologues de l'éducation nationale. D'accord. Alors, vous avez vu l'appel de Nouria tout à l'heure. Comme je disais, nous a contacté avant qu'on ait eu l'information, puisque la semaine dernière, le président a mis des choses en place avec les étudiants. Vous me disiez que vous n'êtes pas étonné? Non, on n'est pas étonné tout simplement parce que nous arrivons sur une période où le confinement, ça dure trop longtemps. Et puis les températures ne sont plus les mêmes. La lumière, le manque de lumière joue sur le moral, ça on le sait. Et c'était totalement prévisible que nos étudiants ne puissent plus supporter, en tout cas, cette situation. C'est-à-dire que pour eux, on ne peut même pas parler de confinement, mais on parle d'isolement. Oui. Être étudiant, c'est une vie. Il y a une vie sociale quand on est étudiant. Qui n'ont plus là, qui n'ont plus du tout. Donc oui, là aujourd'hui, on peut parler clairement d'isolement. Et ça peut entraîner effectivement, comme on a parlé, des tentatives de suicide ou alors des passages à l'acte qui malheureusement réussissent. Mais ça, c'était malheureusement prévisible. Alors, tout à l'heure, on va ouvrir la ligne pour les gens qui veulent poser des questions. Si vous avez des jeunes étudiants, si vous voulez parler avec l'un ou l'autre de nos invités. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation pour nos étudiants ici en Guadeloupe? Alors, pour nos étudiants ici, nous ne sommes pas du tout dans le même contexte, puisque nous n'avons pas de confinement. Donc, pour les lycées, donc malheureusement... et ce sont des examens nationaux, donc ils sont régis par les mêmes devoirs, à savoir que les examens de spécialité n'auront pas lieu au mois de mars, mais on est sur la base du contrôle continu. Donc ça demande une réorganisation, puisque nous n'étions pas du tout dans cette dynamique, puisque nous avions pratiquement, nous avons repris pratiquement les cours en présentiel pour l'ensemble des étudiants. Donc c'est vrai que de se retrouver avec cette nouvelle chape et nouvelle organisation, ça va demander en tout cas des réaménagements considérables pour pouvoir se raccrocher au national. J'ai vu que les enseignants, même en France hexagonale, contestaient déjà cette mesure. C'est compliqué pour eux? C'est compliqué parce que la décision arrive beaucoup trop tard. Encore une fois, on est malheureusement, on n'est jamais dans l'anticipation.
C'est toujours arriver au dernier retranchement pour qu'on puisse avoir une réponse à des questions qui avaient déjà été posées bien en amont. Oui, tout à fait. Et donc, arriver au mois de janvier, l'annoncer comme ça au mois de janvier, alors que ça fait un moment qu'on le demande, c'est vrai que là, on se dit, mais à quel moment on va avoir un pouvoir décisionnaire qui va anticiper. Sachant qu'ils avaient dit que tout se passerait normalement cette année. Hein. Tout à fait, c'est-à-dire que de toute façon, on le sent bien, hein, depuis le début de cette crise, on voit bien qu'on a un jeu de oui, ça va se faire, non, ça va plus se faire, oui, ça va se faire. Donc forcément, que ce soit sur le personnel de l'éducation nationale ou sur les étudiants, on sent bien que cette balance, où on ne sait plus du tout vers quoi on se dirige, met tout le monde dans une situation plus ou moins instable. Et l'instabilité, on sait ce que ça entraîne, il suffit d'être un minimum fragile pour qu'au niveau de la santé mentale, ça n'aille pas. Parce que justement, on a tous besoin d'une stabilité, de décisions franches. À la limite, on n'est pas d'accord, mais on a une décision franche. Mais là, une décision franche, une semaine après, ne l'est plus. Comment ça se passe pour un enseignant, là ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il change, par exemple, qu'il inclue des contrôles continus, qu'il avance sur le programme ? Comment ça se passe là ? C'est là toute la problématique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire qu'est-ce qu'on va mettre en place. C'est là, on va discuter, à savoir, les discussions vont être maintenant, elles vont se faire maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place ? C'est dans un mois, on va dire. Exactement, tout à fait. Donc, c'est encore une fois, on se retrouve à chaque fois sur quelque chose de désagréable. Alors qu'on le sait, parce qu'on le vit, c'est notre réalité, nous, le terrain, on le vit, on le sait, on prévient, et derrière on dit non, tout ira bien. Et tout va se passer. Et puis après, finalement, ça peut pas se passer comme ça, puisque finalement on se rend compte que c'est pas possible, que tous les étudiants reviennent, etc. Donc on est en position on subit. On subit des décisions alors que, encore une fois, tout aurait pu être anticipé. D'accord. Par rapport aux étudiants en France, parce qu'eux aussi ils ont appelé le président, est-ce que vous avez un avis sur ce qui s'est passé ? Alors, sur la gestion, en tout cas la gestion humaine de cette crise, il y a un manquement. Il y a un manquement grave, il y a un manquement clair, c'est-à-dire que demander à des étudiants de ne pas revenir chez eux, peur de contaminer leur famille. C'était passé avant les grandes vacances et ça a été une galère. Après, il a fallu qu'on mette des choses en place pour les faire rentrer. Et merci à la région encore qui a réussi à gérer ça au dernier moment. Donc on voit déjà qu'on les mettait dans une position assez instable. Ensuite, par rapport au confinement, où on sait que lorsque les parents envoient leurs enfants en France hexagonale, il y a un coût. La majorité de nos étudiants ont des petits jobs après l'école. Là, tout est fermé, il n'y a plus rien. Oui, financièrement, on est en train de rajouter un coût sur des familles qui finalement pouvaient s'appuyer, je ne dis pas s'appuyer à 100%, mais l'enfant ou le jeune adulte rentrait en tout cas dans une semi-indépendance financière pour pouvoir payer l'urgence, en tout cas. Et là, on se retrouve avec des familles qui effectivement vont crier parce que elles n'ont plus les moyens de pouvoir sachant accompagner leur enfant. N'ont pas encore leur salaire en entier. Exactement, tout à fait. Donc on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Là, encore une fois, il aurait été intéressant que des décisions soient prises bien en amont, qu'on puisse mettre en place dans les cités universitaires des lieux de rencontre pour ces jeunes, qu'on puisse leur permettre après, avec la distanciation sociale qu'il faut, la distanciation physique, pas sociale, mais afin qu'ils puissent échanger, parce qu'elle le dit bien, c'est-à-dire qu'appeler régulièrement, ils vont le faire, les parents, ça, c'est pas un souci, mais le physique, la présence de l'autre, pouvoir dire à l'autre, moi je vais mal, et pouvoir entendre l'autre dire finalement, moi aussi je vais mal. C'est intéressant parce que finalement on ne se retrouve pas tout seul à être mal, on est plusieurs, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller mieux, etc. Toujours en essayant de respecter tous les gestes barrières, parce qu'il y a des choses possibles à mettre en place. Des activités physiques, encore une fois, on sent bien l'importance en tout cas du corps lorsqu'on veut une immunité ou lorsqu'on veut être en pleine forme ou ne pas être pris par des microbes. On sent bien que l'activité physique est importante. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour qu'ils en pratiquent, puisqu'à 18h, tout est fermé, les salles de sport sont fermées. Donc là, aujourd'hui, encore une fois, pour les étudiants, je ne vais pas parler de confinement, ce ne sont pas des adultes. J'appelle ça de l'isolement, et un isolement social très violent, avec des températures qu'ils n'ont pas connues parce que c'est de leur première année. Il a même neigé. Pour certains, c'était exceptionnel alors que ça fait plusieurs années qu'ils sont là-bas. Une baisse de luminosité constante que nous n'avons pas ici.
Et forcément, derrière, oui, on a envie d'arrêter. On parle de décrochage scolaire. Oui, il y a beaucoup, ouais. Ce qui est tout à fait normal. On n'a plus aucune envie. Et ce qui est tout à fait normal, ce que je peux comprendre. Mais encore une fois, là, aujourd'hui, ce qui va être demandé à ces étudiants, c'est de tenir le coup, de tenir. Mais de ne pas avoir de date de fin, de ne pas pouvoir se projeter. Parce que être étudiant, c'est quand même ça, hein, c'est se construire dans un avenir, se dire que voilà, je vais faire ça pour devenir ça. Aujourd'hui, tout est suspendu dans le temps, et le temps joue contre nous, clairement. Le temps physique, avec les mauvaises températures, et le temps année, etc., ça joue clairement contre eux. Là, ils ne peuvent pas être dans des dispositions où ils ont envie de réussir ou de faire quoi que ce soit, puisque finalement, dans quoi je vais m'inscrire ? Je finis mes études, mais dans quoi je m'inscris ? Tout ferme. Sachant que justement, et ce qui ferme, ça se trouve, ils voulaient faire tous des métiers dits aujourd'hui non essentiels. Oui, donc ça doit être un coup pour eux aussi. Exact, c'est-à-dire que c'est une remise en question énorme qu'un adulte peut avoir, mais qu'un étudiant seul, face à lui-même, parce que c'est ça, il est face à lui-même et face à son désir d'être quelqu'un dans la société, là aujourd'hui, mince. Je suis partie pour ça, mais est-ce que je sers à quelqu'un finalement ? Est-ce que je sers à quelque chose ? Parce qu'on n'arrête pas de me répéter que je suis non essentielle exactement. Comme activité. Et la gestion montre bien qu'eux aussi n'ont pas été essentiels dans cette gestion de crise. À aucun moment on s'est dit, qu'est-ce qu'on met en place tout de suite pour eux ? Il a fallu quand même attendre le mois de janvier pour qu'il y ait des annonces pour les repas à 1 €. Mais avant le confinement, ça va faire 1 an qu'ils le subissent. Et ça, c'est pour la France hexagonale. Mais ceux qui sont en Belgique ou en Angleterre, où c'est le lockdown total, c'est encore pire. Alors, la question là, qui se pose aujourd'hui, c'est... en tout cas, nous, et on verra comment on fait ce travail-là, c'est essayer de voir aussi avec la région, est-ce qu'on peut faire un recensement de ces étudiants ? Et comment on peut les accompagner, nous, de là où on est, comment on peut aider les familles et aider ces étudiants là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils iront pas, qu'il y a une bonne partie qui n'ira pas jusqu'à la fin de l'année ? Là, ça parle déjà. Moi, quand elle me parle de suicide, de tentative dans la vie, je trouve que c'est vraiment très grave, quoi. Alors, déjà, qu'en temps ordinaire, le suicide et les tentatives de suicide sur ces périodes-là, octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est courant. Comme je dis, à cause de la baisse de luminosité, ça fait pas du bien au moral. Mais là, effectivement, alors je ne dis pas que tous les étudiants iront à l'extrême, mais je crois qu'il y a quelque chose à surveiller. Et oui, je peux dire que certains n'iront pas jusqu'au bout, n'iront pas je parle de l'année scolaire, bien évidemment. Oui, l'année scolaire, tout à fait. Ils n'iront pas jusqu'au bout. Parce qu'encore une fois, pendant des années, on leur rabâche que oui, tu iras à la fac, tu sauras ce que tu vas faire après. Et là, aujourd'hui, il n'est pas possible de se projeter. Oui, ce manque de projection... Même si on nous dit c'est sur 1 an, sur 2 ans, ce manque de projection ne donne aucune envie d'aller plus loin. Ça, déjà, à l'adulte, ça ne lui donne pas envie. Alors, à un étudiant qui vient de quitter ses parents, tout juste arrivé en France... Il ne sait pas comment se passe la situation ici. Peut-être qu'il a envie de savoir s'il y a des nouveaux cas, s'il regarde et il voit que lui... C'est très anxiogène. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'à la limite, vaut mieux qu'il se retrouve en cité universitaire sans télé. Oui. Parce que c'est anxiogène, mais en même temps, la télé, c'est aussi le moyen de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Mais sachant qu'ils ne vont pas particulièrement en cours, hein. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont en visioconférence. Ils sont en visio. Tout le côté humain a été perdu. La visio, donc c'est bien, on peut voir qu'il y a un tel qui est présent, un tel qui est présent, mais ça ne veut pas dire que... On ne sort pas de sa chambre. En fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un emprisonnement social très violent, encore une fois. D'accord, alors on va ouvrir la ligne. Si vous avez des questions ou bien si vous voulez envoyer des encouragements aux jeunes étudiants, vous pouvez nous appeler au 05 90 96 10 10 et si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous pensez, en plus on parle beaucoup de yoga pour déstresser les gens, est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose à mettre en place ? Pourquoi pas quelques exercices pour eux ? Est-ce que ça peut aider ? D'abord, c'était super touchant la témoignage. Vidéo, le témoignage. Et puis, ce que vous dites, c'est... la vie étudiante, le principe, c'est justement la découverte de la société, vraiment de cette vie sociale. La santé, c'est ça. C'est pas que... j'ai pas de maladie. C'est santé physique, c'est aussi psychologique, c'est social, en fait. C'est super important. Donc là, les étudiants, je peux comprendre
la détresse quand on commence à vivre, on commence sa vie d'adulte et en fait on nous enlève tout ce qu'on nous a toujours promis en fait. Oui. Au final, parce que je disais ça, enfin, je me rends compte qu'on nous a pas beaucoup appris à se connecter à nous-mêmes en fait. On cherche tout à l'extérieur pour s'amuser. Il faut sortir, enfin il faut aller au bar, il faut aller au cinéma, et là tout est fermé. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec nous-mêmes quand on n'a pas l'habitude d'être avec nous-mêmes en fait. Quand la personne n'a pas l'habitude d'être avec elle-même, c'est super difficile en fait. C'est apprendre à se recentrer, mais c'est un travail de longue haleine qui se fait pas juste en ok, on est confiné, donc je vais devoir me débrouiller avec moi-même, alors que j'ai toujours eu l'habitude de sortir avec mes amis ou de. Enfin, je pense que c'est important de rechercher l'équilibre, de pouvoir se retrouver avec soi-même et de pouvoir profiter avec ses amis. Là, il n'y a plus d'amis, mais on n'a jamais eu l'habitude de se retrouver avec soi-même, donc c'est complètement la galère, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. L'idée, ce serait vraiment ça, d'apprendre à pas se contenter de soi, c'est pas vraiment ça le propos, mais à se retrouver seul, à se gérer, à ne pas se sentir seul même quand on est seul. Donc c'est pas hyper évident, ça s'apprend, à gérer sa respiration aussi, comme je disais tout à l'heure, la respiration c'est naturel, donc on pense qu'on sait respirer, mais souvent on respire pas correctement, on n'utilise pas tout notre pouvoir de respiration juste parce que on est stressé, on respire rapidement, on a peur, on respire rapidement. Non. La respiration, ça aide dans tout vraiment, que ce soit un examen ou que ce soit en se retrouvant seul en faisant une crise de panique. Si on sait qu'on peut utiliser sa respiration pour se calmer, mais on ne sait pas parce qu'on ne nous a jamais dit en fait. Et pareil, ces salles de sport fermées, pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a vraiment pas de sens en fait. Sachant qu'ils sont séparés, ils sont chacun sur des machines. Voilà. Tu fais nettoyer la machine en elle-même. Ça n'a pas de sens. Pour moi, je suis désolée, vraiment, cette partie, sachant que c'est bon pour la santé, le sport. C'est ça, c'est la première chose. C'est pas logique en fait. En tout cas, au moins que puissent bénéficier de cette dérogation. Oui, ça peut être pas mal. Est-ce que vous pensez qu'au niveau, parce qu'en plus il y a une réunion aujourd'hui avec le rectorat, est-ce que ça fait partie des choses que vous pouvez demander à faire remonter comme information? Oui, ce sont des choses qu'on peut faire remonter, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans la dérogation pour tout et un peu n'importe quoi. D'accord, on est bien d'accord. Là, pour que ça serve au moins à quelque chose. Sincèrement, en cité universitaire, pouvoir autoriser, peut-être même pas qu'ils aillent à l'extérieur de une salle de sport, mais faire venir quelqu'un, parce que la cité universitaire, toutes les cités universitaires ont une salle polyvalente, faire venir quelqu'un pour pouvoir initier des exercices physiques, des discussions, des débats qui leur permettent tout à chacun à libérer la parole. Et j'inviterai tous les étudiants, en tout cas comme Nouria, quand les parents appellent, qu'ils disent ce qui se passe, qu'ils disent ce qu'ils ressentent. Ça peut effectivement inquiéter la famille, mais je crois que il n'y a rien de mieux que la parole pour pouvoir se dire je me suis libérée d'un poids, et puis le lendemain, et puis que ça aille progressivement. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai quelque chose. Alors, on a un appel. On a déjà un appel. D'accord. Alors, bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Alors, allez-y, présentez-vous. Je voudrais le numéro de madame Lafortune. À nouveau. J'ai pas eu le temps de tout noter. Alors allez-y. Alors c'est le 06 52 67 98 71. Donc 06 52 67 98 71. Ça va trop vite. Ok. 06 62. Non, 06 52 52 67 98 71. À bientôt, bon. Alors on se voit. À bientôt. Au revoir, madame. Alors allez-y, vous étiez en train de dire pour les faire venir pour faire du sport en pour faire du sport et libérer la parole. Encore une fois, je pense que pouvoir être centré sur soi, c'est un apprentissage. Mais je crois qu'on a suffisamment de professionnels, que ce soit dans l'éducation nationale. Encore une fois, on a des facs de psycho, avec des psychologues, avec des thérapeutes, avec des psychiatres, des pédopsychiatres. Ou bien même le prof de sport aussi. Ou même le prof de sport, tout à fait, de STAPS, qui puisse pouvoir proposer à ses étudiants des sessions d'une heure par jour, 1 heure par semaine. Enfin, je crois que c'est possible. Je crois que pour eux, c'est possible, et je crois qu'il y a un moment qu'il va falloir qu'on se dise qu'on n'a plus le choix. C'est ça.
Parce qu'encore une fois, la société de demain, elle est ce qu'elle est, mais elle leur appartient. C'est plus la nôtre. Ils sont partis pour prendre la relève et on est en train de les bousiller avant qu'ils y soient arrivés. Je crois que je ne sais pas quel type d'adulte on va avoir à la sortie de ce confinement. Ça questionne en tout cas et c'est dangereux. Comme sur le fait de s'exprimer, de dire aux parents, on nous apprend pas forcément ça, à s'exprimer, à dire ok. Surtout dans notre société, oui. Voilà, c'est ça. C'est juste que, il faut prendre le temps déjà de faire le point, de savoir ok ça va pas, et de se rendre compte que la santé, encore une fois, elle n'est pas que physique, elle est mentale, que la santé mentale c'est quelque chose, ça existe, et quand ça va pas, c'est grave en fait, ça conduit à des actes. Qu'à la question ça va, on a le droit de répondre non. Voilà, c'est ça. Non, c'est une réponse. Non, c'est une réponse. Ouais. Et que si on n'est pas capable d'y faire face, en tout cas, y a des professionnels, faire appel aux professionnels qui sont... Mais encore une fois, est-ce que ça a été dit? Est-ce que ça a été proposé? Non. Ils sont livrés à eux-mêmes. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire, je ne sais pas, des exercices dans leur chambre ou lire certains livres pour s'évader ou... Je sais, parce que là, visiblement, Netflix, ça ne les intéresse plus, là. Alors, ils n'en peuvent plus. Mais c'est ça, en fait. Après, oui, il y a des applications de cours à distance, ou même pas mal de professeurs qui proposent des cours en ligne. C'est vrai que moi, j'en ai fait un peu pendant le confinement, mais c'est pas ce que je préfère parce que ça m'enlève la partie où je vois chaque personne, où je m'occupe de chaque personne, et c'est vraiment essentiel pour moi. Après, ça peut se remettre en place, notamment pour des exercices de respiration, de méditation. Ça, il n'y a pas besoin forcément de corriger la personne, mais des petites choses simples comme ça, des exercices de respiration qu'on trouve forcément sur YouTube ou sur des applications sur le téléphone. La méditation, la méditation, il ne faut pas aller forcément chercher loin la méditation, juste pour apprendre à faire le vide, à oublier tout le stress, à mettre le stress sur pause en fait, à mettre la pression sur pause en fait. Juste ça, donc ça demande pas beaucoup de place. Idéalement, oui, ça remplacera pas le fait d'aller prendre l'air, ça remplacera pas le fait d'aller faire du sport, mais ça peut aider à gérer quand ça va pas du tout, juste se poser, respirer, et voilà. Mais en cherchant est-ce que j'ai des recommandations particulières? Pas vraiment, pas de suggestions en particulier, mais ça se trouve vraiment facilement des vidéos de méditation, des petits tutos de méditation guidée ou de comment respirer, des petites choses toutes simples. C'est vrai que j'en propose pas encore pour l'instant sur mes réseaux sociaux ni sur mon site internet, je crois pas que j'en ai parlé, mais je vais essayer d'y penser du coup. Voilà, parce que je pense que pour eux... Alors, on a un appel, bonjour. Enfin, bonsoir. Allô? Non, la personne a raccroché. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce qu'on a, à part... qu'est-ce qu'on a comme solution, là? Quelque chose pour éviter que ça ne s'empire? Alors, il y a quelque chose qui peut sembler anodin, mais déjà, lorsqu'ils sont... les étudiants ils peuvent s'appeler, parler en créole. Ah oui, ça, parce que justement, les étudiants alors déjà, en globalité, c'est déjà difficile, mais nos étudiants, parce qu'elle, à la base, c'est vraiment pour nos étudiants, enfin, elle représente, même si elle nous a parlé pour la globalité, ils sont encore plus isolés, parce qu'il y a des choses qu'ils font d'habitude et qu'ils ils font plus maintenant. Donc effectivement, ça peut être pas mal. Oui, c'est-à-dire que là, il va falloir favoriser et valoriser la communication en créole. Ça permet de créer une identité un petit peu beaucoup plus forte, d'unicité, parce que de toute façon, on le fait, de façon, lorsqu'on part, que ce soit peu importe où on va, dès qu'on se retrouve entre nous, c'est en créole. Mais je crois qu'il va falloir qu'ils se dirigent en tout cas vers ça, pour vraiment créer cette unité autour d'une langue qui est la leur et qui, je dirais, la seule à partager, mais au moins, ils ne sont pas tout seuls. Et ils se comprennent. Et puis, il y a des codes en créole qui sont intéressants à partager. Donc, c'est vrai qu'en termes de pression, ça peut toujours être intéressant. Encore une fois, je pense que dans les cités universitaires, si Nouria ou alors d'autres étudiants sont représentants d'étudiants, eux aussi peuvent être en tout cas porte-parole d'un message en disant voilà de quoi ils ont besoin pour voir dans quelle mesure ils peuvent être accompagnés, en tout cas une activité physique. Ils ont une salle commune, normalement toutes les CTU ont une salle commune. Je pense qu'il est intéressant qu'ils puissent se retrouver en respectant les gestes barrières et tout cela sans avoir à ne pas respecter le couvre-feu.
puisqu'ils restent dans la cité universitaire. C'est ça, exactement. Donc ça peut être intéressant à faire. Et encore une fois, le dialogue avec les parents, un langage de vérité, d'honnêteté, que les parents puissent aussi tenir le même, sans pour cela tout dire, mais enfin, en tout cas, on ne dramatise pas tout, mais vraiment un véritable langage d'honnêteté et de confiance, afin que chacun puisse soutenir l'autre, parce qu'ils en ont besoin, que ce soit les parents ici, que ce soit l'enfant, ils en ont besoin, parce que, encore une fois, ce sont de jeunes adultes, mais ce sont des enfants, quoi. Ouais. D'accord. Et nous, de notre côté, comment ça se passe? J'ai entendu la dernière fois que Jean Castex a parlé. Il a parlé d'une histoire de vaccination pour les enseignants. Est-ce que vous avez des informations sur ça? Non, aucune information là-dessus. D'accord. Donc nous, pour l'instant, personne n'est vacciné de force. Non, personne n'est vacciné de force. Et ça ne pourra pas se faire de force. En tout cas, oui. Il faudra le consentement de tout un chacun. Mais non, ce n'est pas pour parler de notre côté. Ça, d'accord. Et au niveau de tout ce qui est distance, respect, est-ce qu'il y a encore du gel, des masques? Parce que pendant un moment, c'était un petit problème, c'était parti vite. Là, ça se passe bien pour nous? Là, ça se passe bien. Les masques sont présents, on a du gel hydroalcoolique. Bon, ce qui manque est partout en Guadeloupe, c'est de l'eau. Mais oui, effectivement, là, oui. La base. Oui. Mais sinon, on a beaucoup moins de retours qu'au début. On reste quand même très vigilant à accompagner les enseignants, notamment lorsque le risque est présent, à savoir le droit de retrait, s'il n'y a pas d'eau dans les écoles et que on ne veut pas fermer, qu'on va absolument forcer la rentrée des élèves. On reste vigilant et auprès des collègues justement pour les accompagner par rapport à ça. Donc Saint-François, pendant ces derniers jours, les écoles étaient fermées. Oui, Bémao, au Moule aussi, je crois. Aussi. Ouais, ça là. Tout à fait. On a eu une grosse cassure sur les réseaux. Donc c'est vrai que nous, on est véillatifs. La santé avant tout. Mm-hmm. On a vu ce qui s'est passé pendant les vacances. Donc c'est vrai qu'on est véillatifs. On est toujours présent pour les collègues. On essaye vraiment d'être aussi présent pour la communauté éducative de façon générale. C'est-à-dire que même auprès des parents, il y a un travail d'information et de communication non négligeable. Mais on est véillatif. On ne laissera pas passer tout et n'importe quoi, notamment cette vaccination prioritaire des enseignants. Enfin, à un moment aussi, il faut savoir, est-ce que les enfants ne sont pas... oui, moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas ça, tu ne l'as pas fait hier. Pourquoi on va vacciner en priorité les enseignants? Oui, voilà, c'est tout ça. Depuis le mois de mars, donc ça va faire 1 an qu'on est sur ce type de discours, sur ce flou. Oui, on sait pas trop. On sait pas trop, donc l'enfant n'est pas contaminant, mais il faut quand même vacciner l'enseignant en priorité. Oui. Alors là, ça questionne, là, on se dit, mais attends... Alors que le personnel médical, quand même, voilà. Oui, voilà. Alors, surtout quand on voit que le prioritaire, donc le personnel médical, on comprend, on entend, puisqu'ils sont en première ligne. Et puis après, vient les enseignants en deuxième, on se dit, attends, mais quel risque nous avons couru? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même s'ils ne veulent pas fermer les écoles, mais ils nous ont tellement dit qu'il y avait 0 infection. Oui, voilà. Donc, mais on surveille, mais alors, on surveille bien. Bon, les élèves, ils vivent ça bien, il n'y a pas de problème. Oui, on est quand même revenu. À la normale. On est quand même revenu, alors pas à la normale quand même, parce que mettre son masque... Enfin non, je parle en termes d'élèves. Tout le monde est revenu à l'école. On sent bien qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus apaisé, en tout cas au niveau des enfants, que par rapport à la première période qui avait quand même été assez complexe. Que ce soit aussi par rapport aux faits de société en Guadeloupe. Donc on arrive quand même sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus apaisé, des parents un petit peu plus confiants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a repris les cours, on avance, on observe, toujours avec ces gestes barrières, en faisant attention et en accompagnant tout un chacun face à ces difficultés. D'accord. Est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être ? Alors, ça serait donc pour nos étudiants, en tout cas ultramarins, de ne pas baisser les bras. S'il faut rentrer en Guadeloupe, sincèrement, s'il faut rentrer, moi je conseillerais de rentrer. Oui, au lieu de faire de bêtises. Je crois qu'il y a un moment, ça suffit, dans la souffrance et dans la douleur. Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir dire stop. Ils vont refaire leur année l'année prochaine. Ça peut pas être je réussis mon année à tout prix, en tout cas pas à ce prix-là. C'est beaucoup trop cher payé. Donc s'ils ont la possibilité de rentrer, sincèrement, faut pas qu'ils reviennent avec un sentiment d'échec. Non, loin de là. On est carrément sur
sur le volet de la survie. Oui, et en plus, ils pourront, ça se trouve, ils vont même ouvrir une entreprise quand ils vont rentrer, parce qu'on a tellement de jeunes qui ont fait des choses alors qu'on ne s'attendait pas pendant le Covid, qu'on ne sait jamais. Oui, donc sincèrement, s'il y a une possibilité de rentrer, de dire stop. Je crois que à un moment, il faut arrêter. Donc les parents, il faut aussi poser la question à vos enfants et soyez aussi, pareil, incompréhensifs de ce point de vue-là. Et effectivement, si vraiment ça ne va pas, on ne va pas les laisser quand même arriver jusqu'au bout. Moi, j'ai pas envie de présenter des émissions avec des chiffres comme ça. Donc ça, sur ce point, nous sommes d'accord. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ? Aux étudiants, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, renseignez-vous sur les techniques de respiration, d'évacuation du stress, et puis voilà, essayez avec ça en fait, et puis la communication comme vous disiez. Après, aux autres, aux Guadeloupéens, j'ai envie de dire, essayez le yoga, essayez le pilates, si vous en avez entendu parler, vous savez pas ce que c'est, appelez-moi, regardez, renseignez-vous, de dire c'est pas pour moi, voilà, c'est vrai, voilà, globalement. Mais en tout cas, le yoga, je sais que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pas, voilà, c'est hyper vaste en fait. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a où c'est il y en a où c'est pas du tout. Les gens hyper stressés, énervés, et tout ça. C'est surtout qu'il ne se passe rien à Basse-Terre. Oui, c'est ça. C'est important. Exactement. Et surtout dans cette période anxiogène, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer malgré la situation. Les gens en ont besoin. En fait, les gens en ont besoin et les quelques personnes qui sont là, même s'ils sont encore un peu timides, sont avec moi depuis le début, donc c'est qui se retrouvent. Donc on ne pourra pas dire qu'il se passe rien à Basse-Terre, parce que choisi de rester à Basse-Terre, c'est un choix quand même. Ça c'est parfait, c'est très bien. En tout cas, merci, félicitations pour Basse-Terre. Et de toute façon, on suivra de temps en temps, on va suivre un petit peu ce que vous faites. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec une émission un petit peu. On va vous présenter d'autres entrepreneurs et voilà. Donc j'espère que vous avez bien pris conscience de ce qui se passe pour nos jeunes étudiants en France hexagonale. En tout cas, bon courage à tous et bonne semaine. Au revoir. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci. Au revoir. Au revoir.